Bonjour à tous. Eh bien, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques pour me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Évidemment, mon propos va se restreindre, comme ça a été annoncé, à la sclérose en plaques pédiatrique, puisque je suis neurologue pédiatre, clinicien et chercheur, et que c'est vraiment mon domaine d'expertise. Pour démarrer, je voudrais vous raconter un petit peu une histoire qui s'est déroulée en fait depuis le début des années 2000 et dans laquelle la Société de la sclérose en plaques canadienne a joué un rôle absolument fondamental. Il faut comprendre que la sclérose en plaques, dans sa dimension pédiatrique, était jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, un domaine qui s'apparentait un petit peu aux maladies orphelines, aux maladies peu étudiées, qui est une maladie rare, je vais vous donner les chiffres un petit peu plus tard, et qui faisait l'objet de peu d'études vraiment spécifiques à cette catégorie d'âge. Alors vous allez me dire, on avait une connaissance qui se développait depuis des décades et des décades dans le domaine de la sclérose en plaques de l'adulte. Alors c'est quoi la justification de se pencher plus particulièrement sur les enfants? Il y en a toute une série d'excellentes qui sont, premièrement, on a l'habitude de dire en pédiatrie, et c'est pour ça que la pédiatrie existe, d'ailleurs pas seulement dans le domaine de la sclérose en plaques, que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisme de l'enfant, évidemment, depuis la conception, la croissance embryonnaire fétale et pendant toute l'enfance et l'adolescence qui s'étend jusqu'à 18 ans ou l'adolescence même parfois au-delà, est un organisme, et particulièrement un cerveau, en construction très lente, ce qui va engager, sans rentrer dans les détails, des processus biologiques, des mécanismes, au niveau du développement, mais aussi au niveau du système immunitaire et de l'inflammation, qui vont être très différents de la manière dont fonctionne, sur ces plans-là, un organisme adulte. Bien sûr, il va y avoir des éléments qui vont être en commun, mais il va y avoir bien sûr des processus très spéciaux, particuliers à chaque étape du développement. C'est une des raisons majeures pour laquelle toutes les maladies, finalement, doivent être vues, que ce soit sous l'angle de la clinique, de la recherche et de leur prise en charge, d'une manière différente quand il s'agit d'enfants et selon les tranches d'âge par rapport à l'adulte. Ensuite, comme ça a déjà été dit, les racines de la sclérose en plaques, je ne sais pas si on peut dire la cause, parce que c'est plutôt les causes, on va sûrement y revenir plusieurs fois pendant la journée, la combinaison de plusieurs causes qui aboutit à la maladie et à ces différentes formes si différentes d'un patient à un autre, eh bien, sont seulement partiellement élucidées. On sait qu'il y a des éléments génétiques, on sait qu'il y a des éléments environnementaux. Alors, une idée qu'on avait quand on a décidé de pousser l'accélérateur sur la recherche de la sclérose en plaques de l'enfant, c'est que en capturant les événements qui se produisent dans les premières années de la vie, peut-être on allait saisir des déterminants de la maladie, des indices, des événements qui se produisent tôt et qui participent bien sûr à l'éclosion de la maladie, parce qu'on sait très bien qu'il y a parfois des événements, que ce soit d'origine environnementale ou d'origine génétique, qui se produisent très tôt et puis qui enclenche un processus, mais qui n'est pas toujours visible, qui n'est pas toujours ressenti pour le patient. On appelle ça la programmation pendant la vie fœtale ou pendant la vie de l'enfant, d'une maladie qui quelquefois va éclore plus tard à l'âge adulte ou à la fin de la période de l'enfance. Alors il y a un intérêt, une originalité et une importance à s'intéresser à cette période-là pour essayer surtout que ça n'avait pas été fait, pour essayer de mieux comprendre certains déterminants causes de la maladie. Ensuite, évidemment, étant donné que les choses se passent différemment chez l'enfant et chez l'adulte à de multiples niveaux, en termes de critères diagnostiques de la maladie, en termes de traitements à employer ou ne pas employer, en termes d'effets secondaires des traitements, il peut y avoir des différences énormes entre un organisme en développement, pour les raisons que je vous ai dites, et un organisme plus mature comme celui de l'adulte.
Et donc c'était absolument indispensable de ne pas juste transférer les connaissances qu'on avait chez l'adulte à l'enfant en disant bah, de toute façon c'est pareil, c'est juste un individu qui est plus petit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il fallait vraiment faire une analyse particulière de ce groupe d'âge-là. Et c'est évidemment terriblement important parce que là aussi il y a une visée de peut-être en traitant plus tôt, en prenant la maladie à la racine, trouver des moyens de prévenir, éviter certaines expositions. Et là, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais aussi employer des traitements plus précoces qui permettent peut-être de stopper plus tôt la maladie et de donner aussi un avenir meilleur à l'âge adulte. Alors, vous voyez les enjeux. Et en fait, cette histoire a pris forme de l'approfondissement des connaissances de la sclérose en plaques pédiatrique au Canada, au Québec, grâce à une étude absolument majeure qui a été financée par l'association de la Fondation de la sclérose en plaques du Canada, par la Société de la sclérose en plaques du Canada, qui est une étude qui a été menée par Dr Brenda Banwell à l'époque à Toronto. J'ai eu la chance d'y participer comme beaucoup d'autres chercheurs québécois, dont Dr Arnold qui va vous parler cet après-midi, Dr Baror dont le nom a déjà été évoqué. Et la première étape, ça a été de faire une chose qui n'avait jamais été faite, c'est de détecter dans un grand nombre de centres, 16 centres dispersés sur presque totalité du territoire canadien, incluant plusieurs centres québécois, tous les enfants qui présentent une première manifestation, disons qui peut être une première manifestation de sclérose en plaques, une première poussée d'inflammation touchant la substance blanche. Alors c'est ce qu'on a fait entre 2004 et 2010, et ça a fonctionné grâce à l'énergie, vous pouvez imaginer, d'une grande équipe de chercheurs et de collaborateurs dans tous les centres. Ça a été un travail énorme, et très rapidement, pour une maladie qui est relativement rare dans l'enfance, on a recueilli plus de 300 patients et on a pu aussi les suivre, et on appelle ça une étude prospective. Donc on a constitué une cohorte de 300 patients et on a pu les suivre de manière prospective, c'est-à-dire prospective, ça veut dire dans notre jargon que on a pu leur appliquer un protocole de surveillance qui soit semblable pour tous les patients. Et ça, c'est très important dans l'étude des maladies, parce que très souvent, on regarde dans le rétroviseur en arrière qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ça peut entraîner toutes sortes de petites erreurs dans la saisie des informations et d'imprécisions. Mais en regardant vers l'avant et en soumettant tous les patients aux mêmes dates, au même type de saisie de données, alors on acquiert une connaissance très très solide qui a conduit à une publication qui est sous vos yeux dans le début des années 2010 et qui a apporté vraiment une série d'éléments majeurs dont je vais vous parler. Premièrement, on a montré que chez l'enfant, et là il y a beaucoup de différences par rapport à l'adulte, vous allez voir, quand un enfant fait un premier épisode inflammatoire de démyélinisation, avec par exemple une paralysie d'un côté du corps, une perte de la vision, des symptômes que vous connaissez, pour juste en citer quelques-uns, eh bien le risque qu'il développe la sclérose en plaques est beaucoup moins élevé que chez l'adulte. C'est de l'ordre de 20% avec un recul de 5 ans, peut-être un peu plus avec un recul plus important. Ça varie un petit peu selon les pays, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. L'âge moyen aussi du début de la maladie, c'est 12 ans. Mais ça s'étend d'enfants qui ont autour de 5 ans, naturellement jusqu'à 18 ans, avec une sorte de point d'équilibre très intéressant qui a été trouvé, c'est que avant 11 ans, la maladie est plus rare dans son devenir vers une sclérose en plaques, beaucoup plus rare. Je vais vous donner les chiffres un petit peu plus tard. Plus de 11 ans, ça devient beaucoup plus fréquent pour des raisons qu'on n'a pas tout à fait encore identifiées. Il y a une majorité de filles aussi chez ces enfants qui présentent une première poussée de démyélinisation. Et il y a des facteurs de risque. Et là, évidemment, les premiers qu'on a regardés, ce sont ceux qu'on connaissait chez l'adulte, parce que ce n'était pas du tout donné d'avance qu'on trouve les mêmes chez les enfants et chez les adultes. Et en fait, à ce stade, pour ceux qu'on a cherchés, ça se ressemble beaucoup tout de même, puisque comme vous pouvez voir sur les diapositives, la diminution de la concentration sanguine de vitamine D semble être reliée au devenir des premières poussées de démyélinisation vers une sclérose en plaques.
l'infection préalable par certains virus, dont le virus de la mononucléose, EBV, Epstein-Barr virus, et puis certains facteurs génétiques, enfin d'ailleurs le facteur génétique qui est le plus puissamment associé à la sclérose en plaques de l'adulte l'est aussi chez l'enfant. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure quand j'irai plus loin dans la génétique, le gène là, qui porte un nom compliqué, HLA-DRB1 étoile 15. Il y a d'autres facteurs environnementaux, comme la surcharge pondérale, un index de masse corporelle trop élevé, voire une obésité, l'exposition au tabagisme, ou à la fumée, ou passivement à la fumée du tabac, bien sûr, et certains éléments diététiques qui sont aussi associés à la sclérose en plaques. Alors là, bien sûr, il faut tout de suite comprendre, mais je suis sûr que vous êtes au courant, que ça ne signifie pas forcément que ça soit des causes. Parfois, il peut y avoir des associations entre deux facteurs pour d'autres raisons que des liens de causalité, mais c'est tout de même très intéressant de les collecter. Et sur le plan génétique, les analyses génétiques à ce stade, qui ont surtout reproduit les gènes qu'on avait trouvés, essayé de rechercher les gènes qu'on avait déjà identifiés chez les adultes, ça se ressemble beaucoup entre les adultes et les enfants. Alors, une fois qu'on avait suivi cette cohorte avec des enfants qui font un premier épisode de démyélinisation, qu'on avait pu séparer avec les 5 ans de recul et de suivi ceux qui ont une maladie qui devient progressive, sclérose en plaques, ceux par contre, et ça c'est très spécial, particulier à l'enfance, majoritairement qui font une poussée et puis qui n'ont plus aucun autre événement par la suite, qui est une maladie chez l'enfant qu'on a appelée pendant longtemps encéphalite et pour laquelle maintenant on préfère le nom d'encéphalomyélite aiguë disséminée, en anglais ADEM pour Acute Disseminated Encephalomyelitis. Ce sont, pour vous donner les éléments de vocabulaire qui sont importants pour poursuivre. Cette maladie-là est une maladie qui est non progressive. Alors, vous comprenez que cette situation qui est différente de chez l'adulte, la prévalence importante des ADEM, des encéphalomyélites aiguës disséminées chez les enfants, nécessitait qu'on emploie des critères diagnostiques permettant de définir la sclérose en plaques de l'enfant et surtout de la différencier d'autres maladies qui commencent comme elle, mais qui ne sont pas des maladies progressives qui vont se résoudre, qui pour la plupart vont guérir et vont cesser leur activité après quelques semaines ou quelques mois. Il fallait qu'on fasse des critères spécifiques. Et ça a été une avancée majeure, en partie aussi grâce au support de la Société canadienne de la sclérose en plaques. En 2010, on a ajouté dans des critères qui étaient purement adultes, des critères pédiatriques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ces critères pédiatriques sont particulièrement fiables chez les enfants de plus de 12 ans, au fond, chez qui il y a un risque plus élevé de développer une sclérose en plaques quand on fait un premier épisode de démyélinisation. Chez les enfants de moins de 12 ans, leur fiabilité est un peu moins forte. Alors il faut faire attention, on ne se permet pas d'annoncer toujours d'emblée sur base de ces critères-là chez les enfants de moins de 12 ans un diagnostic de sclérose en plaques. C'est important de le comprendre parce que nos critères sont moins fiables. Pourquoi ils sont moins fiables? Parce qu'il y a plus de ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des enfants qui remplissent les critères mais qui en réalité ne vont pas développer la maladie. Et ces faux positifs dans les critères sont chez les enfants qui ont moins de 11 ans, selon les séries de l'ordre de 30 ou 40%. Ça veut dire plus d'un enfant sur 3 ou un peu plus d'un enfant sur 3, c'est beaucoup comme marge d'erreur. Par contre, quand on regarde les enfants qui ont plus de 12 ans, on est à peu près au même niveau de fiabilité des critères que ceux qu'on a chez l'adulte. Donc une avancée très importante dans l'identification de la maladie, très précoce, parce qu'on parle là de critères qui sont applicables dès les premières manifestations de la maladie ou dans les premières semaines ou mois. Donc, possibilité très rapide de faire un diagnostic fiable chez les enfants de plus de 12 ans, c'est ce que je veux que vous reteniez grâce à ces critères diagnostiques. L'élément qu'il faut séparer de la sclérose en plaques, c'est l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Et au fond, là aussi, cette étude, ou ces études qui ensuite sont développées plus largement, ça a été confirmé à travers le monde, ont montré qu'un élément très important
qui caractérise les encéphalomyélites aiguës disséminées et la présence dès les premières manifestations de la maladie de ce qu'on appelle une encéphalopathie. Qu'est-ce que ça veut dire une encéphalopathie? C'est-à-dire que, outre les signes de faiblesse des fonctions neurologiques, prenons par exemple une hémiplégie, prenons par exemple une diminution de l'équilibre, s'ajoute chez ces enfants-là, qui font des maladies donc, qui vont être non progressives, souvent dès le début des troubles de la conscience, une somnolence excessive, une confusion, une désorientation dans l'espace et dans le temps, un comportement différent, un changement de la personnalité, des manifestations facilement reconnaissables, qui sont très inquiétantes, très vite notées et qui en général ne sont pas présentes dans l'immense majorité des patients qui font une première poussée de sclérose en plaques. Alors ça, c'est un élément aussi très important qui est sorti de ces études pour différencier ces deux formes de maladies démyélinisantes. Et je vous répète, c'est vraiment crucial parce qu'évidemment, la question des parents, quand on constate une première poussée inflammatoire de démyélinisation chez un enfant, mon Dieu, est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que ça va se répéter? Est-ce qu'on va s'embarquer dans une sclérose en plaques? Alors vous voyez qu'avec les deux dernières diapositives que je viens de vous montrer, on a des éléments qui permettent de déterminer, pas encore avec une fiabilité de 100%, on n'a pas de marqueur diagnostique en béton fiable à 100% pour faire la différence, mais on a des éléments quand même très forts de probabilité pour dire mais non, regardez, c'est bien plus probablement parce que c'était l'âge, parce que c'était le type de manifestation clinique, une maladie, on dit monophasique, one-shot disease, qui va s'arrêter et qui va être réglée et qui ne se répétera plus jamais dans la vie, ou c'est plutôt une sclérose en plaques. Alors vous allez me dire maintenant, mais c'est quoi la proportion d'enfants qui font une première poussée de démyélinisation puis qui se trouvent dans une catégorie maladie aiguë limitée ou maladie qui va se répéter? C'est très important. Alors si vous regardez ce petit tableau, ça résume un petit peu la situation. Chez les enfants qui ont moins de 12 ans, et qui ont une présentation de type ADEM, avec donc des signes d'encéphalopathie, des images aussi qui sont légèrement différentes sur la résonance magnétique que celles de la sclérose en plaques, mais qui quand même se ressemblent beaucoup, qui ne sont pas discriminantes en elles-mêmes. Le risque de sclérose en plaques est seulement de 3%. Vous voyez, c'est très faible. Donc on a les moyens de rassurer ces familles-là. Par contre, s'il n'y a pas cet élément d'encéphalopathie et s'il y a des images petites, bien limitées, placées dans certaines régions du cerveau caractéristiques, le risque devient un petit peu plus grand, mais ce n'est pas 100%, c'est seulement 28%. Donc une très très grande différence, encore une fois, je le répète, c'est important, sur les enfants de moins de 12 ans par rapport aux plus de 12 ans. Par contre, si l'âge de début est de plus de 12 ans, un premier épisode de démyélinisation, ça veut dire 60% de risque de développer une sclérose en plaques, mais on est loin du 100% quand même, et là aussi on a des éléments d'orientation pour nous aider. Comment ça évolue, une fois qu'on a fait le diagnostic maintenant de la sclérose en plaques, d'informations aussi relativement récentes, quand se produisent les premières poussées, c'est quoi les différences par rapport aux formes de l'adulte? Le délai entre deux poussées, en moyenne, c'est 4 mois, mais c'est extrêmement variable. J'ai des patients dans ma clinique de sclérose en plaques à l'hôpital de Montréal pour enfants qui ont fait une première poussée et puis ensuite ont eu une longue période. Et puis malheureusement, j'apprends après, quand ils sont dans la vingtaine, qu'il y a eu un deuxième événement, mais souvent ce sont des formes plus bénignes, heureusement, de la maladie avec une activité plus lente. Donc il y a une grande variabilité. Dans le type de forme évolutive de la maladie, grande différence aussi avec l'adulte, nous n'avons pratiquement en pédiatrie que des formes à rechute. Les formes progressives sont complètement exceptionnelles, on commence à en voir un tout petit peu autour de l'âge de 18 ans, mais c'est très très rare, ce sont chez les enfants les plus âgés, presque des jeunes adultes. Est-ce que le fait de commencer une sclérose en plaques plus tôt dans la vie, ça fait qu'on a plus rapidement une perte fonctionnelle, voire un handicap? Est-ce que c'est une maladie qui, parce qu'elle commence plus tôt, sur un organisme plus fragile, va être plus agressive en termes de risque de handicap? La réponse est en fait non. Si on regarde quand surviennent les incapacités significatives, le DSS supérieur ou égal à 2, je vous l'ai mis dans le bas de la diapositive, le DSS, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent malheureusement, eh bien,
L'incapacité survient 10 ans plus tôt chez les enfants que chez les adultes, mais c'est juste parce que la maladie a commencé plus tôt, ça ne veut pas dire qu'elle a évolué plus vite. Donc le délai, autrement dit, qu'on soit chez l'enfant ou chez l'adulte, entre le début de la maladie et l'atteinte d'un certain niveau d'incapacité, est en fait le même. Par contre, il y a une chose qui nous embête beaucoup chez l'enfant, on va en reparler après, et qui d'ailleurs fait l'objet d'un projet qui est actuellement subventionné par la société, c'est qu'on a l'impression, mais les études ne portent pas encore sur des grands échantillons, ne sont pas encore reproduites partout à travers le monde, mais on a l'impression que beaucoup d'enfants atteints de la sclérose en plaques ont des difficultés d'apprentissage scolaire, parfois importantes, et constatant ça, les chercheurs sont allés plus loin et ont fait subir des tests qu'on appelle neuropsychologiques pour mesurer, vous voyez, l'attention, la mémoire, les capacités d'apprentissage, au fond, les outils d'apprentissage de ces enfants-là. Et on a constaté qu'il y avait un tiers de ces enfants qui, dans un degré léger ou parfois plus fort, présentaient des tests cognitifs altérés, particulièrement en ce qui concerne la mémoire, la rapidité d'exécution des tâches, l'attention et aussi la capacité de se repérer dans l'espace et de concevoir, de faire des opérations qu'on appelle visio-spatiales. Et puis quand on les compare à des enfants du même âge qui ont vécu dans le même système éducatif, vous voyez qu'ils sont bien, on a dit, appariés, les différences sont tout de même significatives, pas toujours de grande ampleur. Et cet élément-là semble particulièrement notable chez les enfants. C'est quelque chose qui était passé un peu inaperçu parce que c'est sournois comme phénomène. Est-ce que c'est parce que la maladie est plus agressive sur les fonctions intellectuelles dans l'enfance? C'est possible, on n'a pas encore la réponse. Est-ce que c'est parce que les enfants vivent avec un stress particulier, cette maladie? Est-ce que il y a des éléments d'ordre psychologique, vous voyez, qui viennent affecter leur capacité d'apprentissage, qui viennent... Est-ce que c'est parce que les traitements qu'on leur administre ont des effets qui sont peut-être moins bons sur ces fonctions cérébrales-là ou des effets adverses? Ce sont des questions extrêmement importantes, mais qui ne sont pas encore résolues et qui font l'objet d'un projet de recherche très important soutenu par la société. Alors, je vais aller brièvement sur les traitements, parce que juste pour vous dire que grâce aux études qui ont été menées en pédiatrie depuis 10 ans, on sait que, au moins dans la phase initiale du traitement, on emploie à peu près les mêmes recettes que celles qu'on emploie chez l'adulte. C'est-à-dire que nos médicaments de première ligne, ce sont les corticostéroïdes pour les pousser, et les enfants en général les tolèrent très bien et répondent très bien. Et puis, on a en général nos deux premiers choix, ce sont soit le Copaxone ou l'interféron bêta. Si l'un ne fonctionne pas, on va remplacer par l'autre. On va suivre les enfants assez attentivement, pas seulement sur le plan clinique, mais sur le plan de l'IRM. On est peut-être plus anxieux, les neurologues pédiatres, sur la réponse au traitement. Et quelquefois, on va modifier les traitements assez rapidement si on voit une accumulation de lésions sur l'IRM qui n'ont pas toujours une traduction par des poussées cliniques. C'est notre manière de surveiller et de gérer les différents traitements. Ceci étant dit, en termes de réponse, on a l'impression que les enfants répondent de la même manière que les adultes à l'interféron bêta, à la Copaxone, c'est-à-dire qu'on a une réduction qui est maintenant bien montrée chez l'enfant du nombre des poussées. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une bonne tolérance de ces traitements-là. C'est rare qu'on soit obligé de les interrompre en raison d'effets secondaires. On a bien sûr des réactions cutanées, mais bon, différentes choses qu'on arrive à contrecarrer avec des traitements bien classiques. Mais globalement, ces médicaments-là sont bien tolérés chez les enfants. On a une chose un peu particulière, c'est que certains enfants ont une phobie des piqûres. Mais on a des infirmières pédiatriques bien spécialisées qui en général parviennent à régler ce qui pourrait être un obstacle. Est-ce qu'il y a un obstacle chez certains? Parfois à l'adolescence, dernière chose, on a des problèmes d'observance avec des patients qui n'appliquent pas les traitements ou qui refusent les traitements. Alors, dans le temps qui me reste, qui est de...
10 minutes. Je voudrais vous dire, en parallèle de ces études la plus cliniques, des études plus orientées fondamentales sur les causes de la sclérose en plaques qui ont bénéficié du regard qu'on peut porter sur les enfants. Et donc là, je vais vous parler évidemment, il va y avoir 2 chapitres. Premièrement, les facteurs environnementaux, deuxièmement, les facteurs génétiques. Sur le plan environnemental, quand on regarde l'enfance des patients adultes qui ont eu la sclérose en plaques ou les enfants qui développent une sclérose en plaques, on se rend compte tout de suite que les facteurs environnementaux jouent un rôle très important. Ça, c'est sur une série d'arguments que je peux résumer en 3 ou 4 points. C'est premièrement la comparaison des jumeaux. Vous savez, les jumeaux, il y en a de 2 sortes, unizygotes. Ils ont tous le même matériel, le même ADN, le même matériel génétique. Et les jumeaux dizygotes, ils ont un matériel génétique différent. Ils sont issus d'ovules et de spermatozoïdes différents, un petit peu comme 2 frères et sœurs qui seraient nés à une certaine distance dans le temps. Alors, c'est intéressant la comparaison du devenir par rapport à une maladie, par exemple la sclérose en plaques, des jumeaux unis par rapport aux jumeaux dizygotes, parce qu'ils sont naturellement, les paires de jumeaux, exposés aux mêmes facteurs environnementaux, mais certains ont le même patrimoine génétique, d'autres ne l'ont pas. Alors, est-ce qu'il y a une concordance ou non de la sclérose en plaques entre ces 2 situations? Ça permet, vous voyez, de séparer les facteurs environnementaux des facteurs génétiques. Alors, chez les jumeaux homozygotes, ils ont exactement les mêmes gènes et il y a 30% de jumeaux homozygotes qui ont un autre jumeau qui ont la sclérose en plaques, qui vont la développer aussi. 30%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 100%. Donc ça veut dire qu'à patrimoine génétique égal, on ne développe pas exactement la même maladie. On développe ou pas la maladie. Ça nous montre bien qu'il y a des éléments environnementaux qui sont importants. Quand on compare les jumeaux unizygotes avec les jumeaux dizygotes, et bien dans les jumeaux dizygotes, on a un risque environ de 2-3% quand on a un frère ou une sœur qui est atteint, jumelle, de développer la maladie. Ça tombe beaucoup plus bas. Et pourtant, on a tout de même vécu dans le même environnement. Alors les études sur le jumeau nous montrent quelque chose qui est bien établi maintenant en sclérose en plaques, c'est que la génétique ne l'explique pas tout, mais l'environnement n'explique pas tout non plus. Il y a une combinatoire entre les 2 catégories, si vous voulez, de déterminants de la maladie qui est très forte et qui va finir par la faire éclore. Une des autres études chez les enfants qui ont été très très importantes, c'est l'étude des migrations. On sait qu'il y a un gradient nord-sud, comme on dit, de la maladie. C'est-à-dire que plus vous naissez près de l'équateur, dans les pays chauds, moins vous avez de risque de faire la sclérose en plaques, et inversement, quand vous vous rapprochez des régions du Nord, on sait en Scandinavie, en Canada, la prévalence est beaucoup plus élevée. Mais si vous migrez des pays du Sud vers les pays du Nord, ou vice-versa, avant l'âge de 15-20 ans, vous adoptez le niveau de risque de développer la maladie, vous gardez le niveau de risque de développer de la maladie de votre pays d'origine. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Avant 15-20 ans, vous adoptez le niveau de risque du pays dans lequel vous vous rendez, et c'est l'inverse après 15-20 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des facteurs environnementaux à nouveau, parce qu'à génétique égale, vous voyez, quand le même individu change de région, il va changer son risque de développer la maladie, donc certainement des facteurs environnementaux qui jouent, mais ça n'annule pas non plus la contribution de facteurs génétiques, parce que l'incidence, malgré tout, n'est pas exactement celle du pays dans lequel ils ont migré. Une autre chose intéressante par rapport aux facteurs environnementaux, qui sont des études récentes qui portent en partie sur des enfants, c'est qu'il y a des clusters spatio-temporels de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Des groupes locaux qui développent cette maladie-là. Ça a été démontré par exemple en Sardaigne et en Norvège, mais ça n'a pas été beaucoup étudié encore ailleurs. Et dans certaines petites régions, villages, groupes de villages, petites régions, on voit des groupes de patients qui ne sont pas apparentés et qui néanmoins vont développer la maladie avec une fréquence beaucoup plus élevée qu'attendue selon la fréquence qu'on connaît du pays, qui signifie probablement qu'il y a un facteur local de nature toxique, de nature infectieuse, une épidémie, que sais-je,
qui est venu modifier le risque de développer la maladie. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais de ces études qui portent en grande partie sur des enfants, on sait que les facteurs environnementaux sont importants, et puis je vous en ai déjà cité quelques-uns dans l'étude de cohorte canadienne initialement, comme l'exposition au tabac, etc., l'obésité, des différents facteurs, la mononucléose. Sur le plan de la génétique, alors on a eu beaucoup, et on a toujours beaucoup d'espoir dans la génétique, parce que évidemment les facteurs environnementaux, ce qui est un peu diabolique et décevant, c'est que ce sont souvent des expositions qui sont courtes, qui se produisent n'importe quand dans la vie, qui ne sont pas toujours visibles, et puis qui ne laissent pas de traces, ou certaines pour la plupart d'entre elles. Et donc, d'où l'intérêt d'étudier les enfants, parce que ça nous permet peut-être de mieux les capter en surveillant très bien les enfants, mais on les sous-estime sûrement, parce qu'on ne sait pas bien les reconnaître. Par contre, la génétique, c'est simple, parce que le patrimoine génétique, il ne change pas à travers la vie. Vous avez le même patrimoine génétique à la naissance et à l'âge adulte. Et donc, s'il y a des facteurs de prédisposition génétique de la sclérose en plaques, eh ben, on peut les détecter bien après le début de la maladie, s'il faut. Et en plus, ça pourrait peut-être nous permettre de trouver là des marqueurs qui nous permettent de prédire non seulement le diagnostic lorsqu'il y a une première manifestation, mais aussi quelle orientation va prendre la maladie, comment est-ce qu'elle va évoluer, et même encore plus loin, en comprenant mieux son mécanisme, est-ce qu'on pourrait faire ce qu'on appelle maintenant de la pharmacogénomique, génomique pour les gènes, pharmaco pour les médicaments, c'est-à-dire selon le profil des anomalies génétiques présentes, pouvoir prédire que tel médicament va mieux fonctionner chez un patient et que tel autre ne va pas fonctionner du tout, ce qui éviterait des essais-erreurs entre toutes les ressources qu'on a actuellement sur le plan thérapeutique. Alors ça, c'est encore futuriste là, comme vision, parce que malheureusement la génétique ne nous permet pas encore ça reste un défi pour la recherche, mais je pense que c'est tout de même une projection réaliste pour les années à venir. Alors je vais vous épargner toute la liste des gènes, il y en a une centaine de susceptibilité à la sclérose en plaques, mais il faut comprendre que on trouve là, ils sont relativement semblables autant qu'on sache jusqu'à maintenant chez l'enfant et chez l'adulte. Et ce sont des gènes qui touchent essentiellement les fonctions du système immunitaire. Donc ça, c'est rassurant par rapport à l'hypothèse inflammatoire et de dysrégulation immune de la sclérose en plaques. Ça se confirme, ça se valide par la génétique. On cherche dans la bonne direction. Mais chacun de ces gènes, finalement, a un effet faible, n'entraîne qu'une petite augmentation du risque de la maladie. Et donc, actuellement, si je combine l'ensemble des informations que je vous donne sur l'environnement, les effets de l'environnement et les effets de la génétique, probablement, on n'est certainement pas avec la sclérose en plaques dans une maladie où il y a une cause, un effet. Vous voyez, un gène qui va produire la maladie. On est dans un modèle beaucoup plus complexe et c'est pour ça que la recherche est difficile, est un défi et que la maladie résiste, même si on fait certains progrès très importants. C'est parce que probablement il y a plusieurs causes qui se combinent pour produire la maladie et ce sont à la fois des causes environnementales et des causes génétiques. Et donc vous pouvez comprendre que l'addition de mutations de plusieurs gènes qui, chacun d'entre eux, a un risque faible, va tout d'un coup atteindre un certain seuil qui va pouvoir déclencher l'éclosion de la maladie, c'est l'idée. Alors, je voudrais finir en parlant brièvement de choses, de projets nouveaux qui sont très intéressants et qui sont soutenus par la société. Premièrement, l'exploration des liens entre le tube digestif et sa faune microbienne et le système immunitaire dans la sclérose en plaques. Alors là, je crois qu'il y a une voie de recherche qui est très intéressante, qui n'a pas encore donné de résultats en termes de traitement, mais qui probablement va en donner. Alors vous allez me dire, qu'est quoi le rapport entre le tube digestif là, et l'inflammation dans le cerveau? Eh bien, ça s'appelle le rationnel d'un projet ou d'une hypothèse de recherche. Alors il y en a un, c'est qu'au niveau de la paroi du tube digestif, les bactéries, ce qu'on appelle le microbiome, il y en a des millions de bactéries dans le tube digestif. Ça représente la moitié des cellules de l'ensemble de notre corps, 50%. Les bactéries sont des petites cellules. Et puis une grande partie aussi des gènes, parce que les bactéries contiennent des gènes, donc c'est quelque chose de très important.
Et elles agissent sur la paroi de l'intestin, et il y a différents exemples que je peux vous donner rapidement. Premièrement, elles peuvent entraîner une inflammation qui va se disséminer dans l'ensemble du corps et atteindre le cerveau à partir du tube digestif. Elles peuvent fabriquer certains produits. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement qui s'appelle le butyrate, parce que s'il est véhiculé par la circulation sanguine jusqu'à la barrière hémato-encéphalique, il peut entraîner un affaiblissement de la barrière hémato-encéphalique et peut-être permettre à des cellules ou à des molécules inflammatoires d'entrer dans le cerveau. Et puis, il y a aussi des neurotransmetteurs, donc des molécules qui travaillent dans le cerveau, qui sont produites par certaines cellules du tube digestif sous l'effet de ces bactéries et dont les variations de production pourraient participer à la genèse de la maladie. Alors, vous voyez sur cette diapositive l'équipe qui est responsable de regarder les relations en ce moment entre certains aspects des microbes contenus dans le tube digestif et les particularités de la sclérose en plaques pédiatrique. Un autre projet très important auquel j'ai fait allusion tout à l'heure est cette propension probable des enfants à développer des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mémoire, une fatigue et puis peut-être certains traits dépressifs. Ça aussi, par une étude de cohorte, c'est en cours d'analyse beaucoup plus précise et probablement que ça va nous fournir des éléments très intéressants pour mieux identifier cet aspect du problème en pédiatrie et puis pour le contrecarrer, parce que il va falloir qu'on regarde si nos traitements classiques ont un effet sur ces conséquences graves là chez les enfants, ou s'il faut employer d'autres traitements, et on en a par exemple des traitements de réadaptation, et les démarrer précocement pour protéger les enfants contre des pertes cognitives et des pertes d'apprentissage. Et pour que ça sera ma dernière partie, pour qu'on puisse mesurer les effets des interventions et les effets de la maladie chez les enfants, vous comprendrez, je pense facilement, après m'avoir écouté, qu'on va avoir besoin de développer des outils qui sont particuliers. Parce que le DSS, c'est très bien pour mesurer la sensibilité, pour mesurer l'équilibre, pour mesurer la motricité, pour mesurer la capacité à accomplir toute une série d'actes de la vie quotidienne, mais ça a été conçu pour les adultes. Et il faut absolument intégrer, pour mesurer l'effet de la maladie et la réponse au traitement chez les enfants, les paramètres que je viens de vous nommer, d'apprentissage, de mémoire, d'attention, et peut-être qu'un jour il faudra les intégrer d'ailleurs aussi dans les échelles de mesure chez les adultes. Et pour ça, il y a un projet de recherche qui démarre à l'université McGill, qui commence par interroger des enfants de 8 à 18 ans ayant fait une première poussée de démyélinisation ou ayant développé la maladie, afin de mieux comprendre, connaître, les interroger sur leur vécu, leurs préférences de vie ou les choses qu'ils évitent de faire dans la vie, mieux comprendre quelle est l'ampleur de l'impact social sur les apprentissages, sur le moral, sur l'humeur, sur les relations familiales, sur les relations avec les pairs de la maladie, et essayer de prendre tous ces éléments-là pour les intégrer dans une sorte d'échelle de mesure d'évolution de la maladie, EDSS enrichi, spécifique, adapté à l'enfant. Et vous voyez ici sur les diapositives les différentes coordonnées des chercheurs qui s'occupent de ça. Les chercheurs principaux sont Dr Nancy Maillot et ma collègue Dr Marie-Emmanuelle Dilange, neurologue pédiatre, qui travaille avec moi à la clinique de sclérose en plaques du Children. Et vous avez Madame Bouchard, si vous avez des questions, parce qu'on cherche des participants, naturellement, pour cette première phase de l'étude. Madame Bouchard, qui est dans le coin ici de la salle, qui est prête à vous recevoir et à vous donner plus d'informations si jamais vous désirez participer ou vous connaissez des membres de la société ou des connaissances qui seraient intéressés à nous aider dans cette étude-là. Alors, pour finir, je voudrais encore une fois remercier la Fondation. J'espère que mon exposé vous aura permis de comprendre l'importance d'étudier la sclérose en plaques pédiatrique, de voir la quantité considérable de progrès qui ont pu être faits grâce à l'aide de la
de la société et l'importance de continuer la recherche parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse et puis qui sont atteignables. Merci beaucoup pour votre attention.